magicien d'Oz. Part 3. Chapitre 12. À la recherche de la méchante sorcière. Le soldat au vert favori les reconduisit par les rues de la cité d'Émeraude jusqu'au poste de gardien des postes. Cet officier détacha leurs lunettes pour les remettre dans sa grande boîte, puis, très courtoisement, ouvrit la porte à nos amis. « Par où va-t-on chez la méchante sorcière de l'Ouest » demanda Dorothée. « Il n'existe pas de route, » répondit le gardien. « Personne n'a jamais cherché à aller de ce côté-là. »« Alors comment ferons-nous pour la trouver » s'inquiéta la petite fille. « Ce sera facile, » répliqua l'homme. « Dès que la sorcière saura que vous êtes chez les Winkins, c'est elle qui vous trouvera pour faire de vous ses esclaves. » « Pas si sûr, » intervint l'épouvantail. « Nous avons l'intention de la supprimer. »« Dans ce cas, cela change tout, » dit le gardien des portes. « Personne n'a jamais tenté de la détruire. C'est pourquoi j'ai pensé qu'elle vous réduirait en esclavage comme les autres. Mais prenez garde, elle est cruelle et malfaisante. Elle ne se laissera pas détruire si facilement. Allez toujours vers l'ouest, du côté du soleil couchant. Vous ne risquerez pas de la manquer. » Ils le remercièrent et lui firent leurs adieux, puis prirent la direction de l'ouest, en cheminant par des bris égayés çà et là de marguerites et de boutons d'or. Dorothée portait toujours la jolie robe de soie qu'on lui avait donnée au ballet, mais à sa grande surprise, la robe n'était plus verte mais d'une blancheur immaculée, et comme la robe de Dorothée, le ruban noué au cou de Toto avait aussi perdu sa couleur verte. La cité d'Émeraude fut bientôt loin derrière eux. Peu à peu, le sol devenait rude et accidenté. Il n'y avait ni ferme ni maison dans la contrée de l'Ouest, et la terre était laissée en friche. Sous le soleil brûlant de l'après-midi, nul arbre ne leur offrit son ombre et sa fraîcheur. Las, bien avant la tombée de la nuit, Dorothée, Toto et le lion s'étendirent dans l'herbe et s'endormirent aussitôt, veillés par le bûcheron et l'épouvantail. Or, la méchante sorcière de l'Ouest n'avait qu'un œil, mais un œil aussi puissant qu'un télescope, capable d'embrasser du regard toute l'étendue du pays. Donc, comme elle était assise sur le perron de son château, lorgnant les alentours, sa vue tomba par hasard sur Dorothée endormie au milieu de ses compagnons. Ils se trouvaient à une très grande distance, mais la présence de ces intrus courrouça fort la méchante sorcière. Elle prit un sifflet d'argent suspendu à son cou et siffla. De tous les horizons accoururent de grands loups, aux longues pattes, aux yeux cruels, aux gros pointus. « Courez me mettre ces gens en pièces » ordonna la sorcière. « Ne voulez-vous pas en faire vos esclaves » demanda le chef de la horde. « À quoi bon » répondit-elle. « Un homme en fer blanc, l'autre en paille, une petite fille et un lion, des propres à rien en somme. Vous pouvez les mettre en pièces. »« Très bien, » dit le loup, et il s'élança sa meute sur les talons. Par bonheur, l'épouvantail et le bûcheron étaient bien éveillés. Ils entendirent les loups approcher. « J'en fais mon affaire, » dit le bûcheron. « Mettez-vous derrière moi, je vais les recevoir. » Il prit sa hache au tranchant aiguisé. Quand le chef de la bande arriva à sa portée, il brandit son arme et trancha net la tête du loup qui mourut sur le coup. À peine relevait-il le bras qu'un autre assaillant fonçait sur lui. Le bûcheron l'abattit avec la même sûreté. 40 loups l'assaillirent 40 fois. L'arme du bûcheron fit son œuvre, si bien qu'au dernier coup, les morts s'empilaient en un grand tas devant le bûcheron. Alors, il abaissa sa hache et vint s'asseoir auprès de l'épouvantail qui dit admiratif: « Un beau combat, mon ami !» Et ils attendirent le réveil de Dorothée. Le lendemain matin, la fillette fut vraiment effrayée à la vue de cette montagne de loups, au poil hirsute. Mais le bûcheron en fer blanc lui raconta la bataille. Elle le remercia
remercia de les avoir sauvés, et après le déjeuner, on se remit en route. Or, ce même matin, la méchante sorcière vint sur le seuil de son château et scruta l'horizon de son œil unique. Aussi loin que sa vue pouvait atteindre, elle vit ses loups, gisant décapités, tandis que les étrangers poursuivaient leur voyage à travers le pays. Plus furieuse que jamais, elle saisit son sifflet d'argent et lança 2 coups de sifflet. Aussitôt, une nuée de corbeaux obscurcit le ciel et vint s'abattre à ses pieds. La sorcière s'adressa à leur roi, vole immédiatement vers ces étrangers, crève leurs yeux et met-les en pièces. La nuée de corbeaux sauvages repartit en direction de Dorothée et ses compagnons. La fillette prit peur en les voyant arriver, mais l'épouvantail déclara: « Cette fois, c'est moi qui en fais mon affaire. Couchez-vous par terre, derrière moi. Vous ne risquerez pas d'être blessés. » Tous s'allongèrent sur le sol sauf l'épouvantail, qui se redressa en écartant les bras. À sa vue, les corbeaux s'arrêtèrent effrayés. D'ordinaire, ces oiseaux n'osent pas s'approcher des épouvantails. Mais le roi des corbeaux leur dit: « Ce n'est qu'un mannequin de paille, je vais lui crever les yeux. » Il fondit sur l'épouvantail, mais celui-ci l'empoigna par la tête et lui tordit le cou, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un autre corbeau l'attaqua à son tour. L'épouvantail lui tordit le cou tout aussi tranquillement. 40 corbeaux l'attaquèrent. L'épouvantail tordit 40 coups. À la fin du combat, tous les oiseaux gisaient morts à ses pieds. Ses compagnons se relevèrent et ils reprirent leur marche. Quand la méchante sorcière vint scruter l'horizon et découvrit les cadavres amoncelés de ses corbeaux, elle entra dans une rage épouvantable et siffla 3 fois dans son sifflet d'argent. Aussitôt, l'air s'emplit d'un bourdonnement puissant et un essaim d'abeilles noires vint danser au-dessus de sa tête. « Rattrapez-moi ces étrangers, ordonna-t-elle, et faites-les mourir à coups de dard. » Les abeilles virevoltèrent et partirent en direction de Dorothée et ses amis. Mais le bûcheron les avait aperçus et déjà, l'épouvantail savait ce qu'il fallait faire. « Prenez ma paille, dit-il, et répandez-la sur la petite, le chien et le lion. Les abeilles ne pourront pas les piquer. » Ce que fit le bûcheron. Dorothée, serrant Toto dans ses bras, se blottit contre le lion, et tous 3 disparurent sous la paille. Quand les abeilles arrivèrent, il ne restait plus que le bûcheron. Elles fondirent sur lui, mais se brisèrent le dard contre le fer blanc, sans lui causer la moindre piqûre. Et comme ces insectes ne peuvent survivre à la perte de leur aiguillon, ainsi périrent les abeilles noires et leurs dépouilles s'éparpillaient autour du bûcheron comme des petits tas de menus charbons. Alors Dorothée et le lion se relevèrent et la fillette aida le bûcheron en fer blanc à rempailler l'épouvantail jusqu'à ce qu'il ait repris sa bonne mine. Une fois de plus, l'on se remit en route. La méchante sorcière, voyant ses abeilles noires entassées comme un motte de menus charbons, devint folle de colère. Elle tapait du pied, s'arrachait les cheveux, grinçait des dents. Elle fit venir ensuite une douzaine d'esclaves, des Winkies, leur distribua des lances acérées et leur ordonna d'aller haussir ces étrangers. Le peuple des Winkies n'était pas des plus courageux, mais il leur fallait obéir et ils se lancèrent donc à la poursuite de Dorothée. Ils l'avaient à peine rattrapée que le lion bondit vers eux, en poussant un rugissement si farouche qu'épouvantés, les pauvres Winkies s'enfuirent sans demander leur reste. Quand ils rentrèrent au château, la sorcière leur administra une bonne fouettée à l'aide d'une lanière, puis les renvoya à leur tâche, après quoi elle s'assit pour réfléchir à ce qu'il convenait de faire. Elle n'arrivait pas à comprendre comment tous ces plans avaient échoué. Elle restait néanmoins une sorcière très puissante, aussi puissante que mauvaise, et elle eut tôt fait de trouver un nouvel expédient. Elle gardait dans une armoire une coiffe d'or, ceinte d'une rangée de rubis et de diamants. Cette coiffe était dotée d'un charme. Quiconque la possédait pouvait par 3 fois invoquer l'aide des saints gélés. Ceux-ci devaient accomplir tout ce qui leur serait ordonné,
avait eu recours au pouvoir magique de la coiffe. D'abord, lorsqu'elle avait réduit les Winkies en esclavage et installé sa domination sur leur peuple. Les singes ailés l'avaient aidée dans son entreprise. Ensuite, lorsqu'elle avait lutté contre le grand Oz lui-même et l'avait chassé du pays de l'Ouest, les singes ailés lui avaient prêté leur concours. Une fois encore, mais la dernière pouvait-elle recourir au charme de la coiffe d'or. Pour cette raison, elle avait d'abord essayé toutes les autres ressources dont elle disposait. Or, à présent que ces loups cruels, ces corbeaux sauvages, ces abeilles noires avaient succombé, que ses esclaves s'étaient sauvés devant le lion poltron, il ne lui restait plus que ce moyen pour venir à bout de Dorothée et ses amis. La sorcière tira donc la coiffe d'or de son armoire et la posa sur sa tête. Puis, se tenant sur son pied gauche, elle prononça lentement « Ep, P, Pep, P, Cac, Quai ». Ensuite, crampée sur son pied droit, elle dit « Il, lo, ol, lo, el, lo ». Enfin, debout sur ses deux pieds, elle cria très fort « Sis, si, sus, si, sic ». Le charme commença tout de suite à opérer. Le ciel s'assombrit, tandis qu'un sourd grondement résonnait dans les airs, suivi bientôt de battements d'ailes innombrables et d'un caquetage mêlé de rire. Quand le soleil émargea du ciel obscurci, on pouvait voir la sorcière entourée d'une multitude de singes, chacun muni d'une paire d'ailes immenses et vigoureuses. Le plus grand semblait conduire la troupe. D'un coup d'aile, il vint se poser près de la sorcière et dit « Vous nous avez appelés pour la 3e et dernière fois. Qu'ordonnez-vous? Emparez-vous de ces étrangers qui foulent le sol de mon pays, et faites-les tous mourir sauf le lion, dit la méchante sorcière. Amenez-moi cette bête, j'ai l'intention de le harnacher comme un cheval, et de le faire travailler. Vos ordres seront exécutés, dit le chef. Et dans un tumulte de cris et de jacassements, les singes ailés s'envolèrent et arrivèrent peu après au lieu où cheminaient Dorothée et ses compagnons. 2 ou 3 singes s'emparèrent du bûcheron en fer blanc et l'emportèrent dans les airs, jusqu'à un endroit couvert de rochers abrupts. C'est là qu'ils le lâchèrent, et le pauvre bûcheron trouva sa chute bien longue. Il atterrit avec fracas sur les rocs, où il gisa à présent tout bosselé, tout ébréché, sans pouvoir bouger ni même gémir. D'autres singes s'étaient saisis de l'épouvantail, et de leurs longs doigts le vidèrent entièrement de sa paille, tête comprise. De son chapeau, de ses bottes, de ses habits, ils firent un ballot qu'ils raccrochèrent à la cime d'un grand arbre. Pendant ce temps, les autres singes ficelaient le lion avec de grosses cordes, enroulant des anneaux autour de son corps, de sa tête, de ses pattes, jusqu'à ce qu'il ne peut plus mordre, ni griffer, ni se défendre. Alors ils le soulevèrent et l'emportèrent au château de la sorcière, où on l'enferma dans une cour ceinte d'une haute grille de fer pour l'empêcher de s'échapper. Dorothée, tenant Toto dans ses bras, regardait le triste sort infligé à ses amis, tout en se disant que ce serait bientôt son tour. Les chefs des singes ailés se posa près d'elle. Il écarta déjà ses longs bras velus, tandis que sa vilaine figure grimaçait horriblement. Mais la marque laissée sur le front de la fillette le figea sur place, et il interdit aux autres de la toucher. « Nous ne devons pas faire de mal à cet enfant, leur dit-il, car elle est protégée par les puissances du bien, qui sont plus fortes que les puissances du mal. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de l'emmener jusqu'au château de la méchante sorcière et de l'y abandonner. » Ils soulevèrent Dorothée avec douceur et précaution et la transportèrent légèrement jusqu'au château, où ils la déposèrent au pied du perron. Puis le chef s'adressa à la sorcière. « Nous vous avons obéi autant qu'il nous était possible de le faire. L'homme en fer blanc et l'épouvantail sont détruits. Le lion est captif dans la cour, mais nous n'osons pas toucher à la fillette ni à son petit chien. Votre pouvoir sur nous vient de
eurent bientôt disparu. À la vue du signe imprimé sur le front de Dorothée, la sorcière fut tout d'abord surprise et contrariée. Elle savait bien que, pas plus que les singes ailés, elle ne pouvait rien tenter de mauvais à son encontre. Elle posa son regard sur les pieds de Dorothée, et apercevant les souliers d'argent, se mit à trembler de frayeur, car elle n'ignorait pas qu'un charme puissant leur était attaché. Sur le coup, elle fut tentée de s'enfuir, mais elle se ravisa. Les yeux de Dorothée lui révélaient toute l'innocence de son âme enfantine. Il était évident que la petite fille ignorait quel pouvoir merveilleux elle détenait grâce aux souliers d'argent. Ricanant dans son fort intérieur, la sorcière se dit « Je peux encore en faire mon esclave, car elle ne connaît pas son pouvoir. » Alors, d'un ton dur et brutal, elle ordonna « Suis-moi, et écoute bien tout ce que je te dis, sinon, attends-toi à subir le sort du bûcheron et de l'épouvantail. » Dorothée la suivit donc dans le château, à travers une enfilade de salles magnifiques. Arrivée à la cuisine, la sorcière lui ordonna de nettoyer marmites et chaudrons, de balayer le plancher et d'entretenir le feu de bois. Dorothée se mit docilement à la tâche, prête à travailler de tout son cœur et de toutes ses forces, trop heureuse que la méchante sorcière eût décidé de l'épargner. Dorothée occupée à sa besogne, la sorcière se dirigea vers l'enclos du lion poltron. Elle avait l'intention de le harnacher comme un cheval et de l'atteler à un chariot. Ce serait sans doute très amusant de se faire traîner par lui à la promenade. Mais à peine eut-elle ouvert le portail, le lion rugit de toutes ses forces et bondit si sauvagement qu'effrayée, elle sortit en courant et referma promptement la grille. « Si je ne peux pas te mettre de harnais, dit-elle à travers les barreaux, du moins puis-je t'affamer. Tu n'auras rien à manger tant que tu n'obéiras pas à mon bon plaisir. » Dès lors, le lion captif fut privé de nourriture. Chaque jour à midi, la sorcière paraissait à la grille et demandait « Es-tu prêt à porter le harnais comme un cheval ?» Et chaque fois le lion répondait « Non, si tu pénètres dans cette cour, je te mords. » Si le lion résistait si courageusement à la volonté de la sorcière, c'est que chaque nuit, tandis qu'elle dormait, Dorothée lui apportait de la nourriture trouvée dans le placard de la cuisine. Son repas terminé, il se couchait sur sa litière de paille, et la fillette s'allongeait près de lui, posait sa tête contre sa douce crinière touffue, et toutes deux s'entretenaient de leur malheur et ruminaient des projets d'évasion. Mais il ne trouva aucun moyen pour s'échapper de ce château surveillé sans relâche par les jaunes Winkies, esclaves de la méchante sorcière. Ceux-ci la redoutaient trop pour lui désobéir. La petite fille devait travailler dur pendant le jour. La sorcière menaçait souvent de la battre avec le vieux parapluie dont elle ne se séparait jamais. Mais en réalité, elle n'osa pas frapper Dorothée à cause du signe qu'elle portait au front. L'enfant n'en savait rien. Aussi craignait-elle sans cesse pour elle-même et Toto. Une fois, la sorcière donna un coup de son parapluie au petit chien. En retour, le courageux Toto s'élança et lui mordit la jambe. Pourtant, la morsure ne saigna pas. Il y avait belle lurette que le sang s'était desséché dans les veines de la mauvaise sorcière. La vie de Dorothée devenait de plus en plus triste à mesure qu'elle perdait l'espoir de revoir jamais le Kansas et tante M. Parfois, elle pleurait amèrement des heures durant, et Toto, couché au pied de sa petite maîtresse, la regardait en gémissant, pour lui montrer qu'il partageait sa peine. À dire vrai, Toto se souciait peu d'être au Kansas ou au pays d'Oz, du moment que Dorothée était avec lui, mais il la sentait malheureuse, ce qui l'empêchait d'être heureux. Or, la méchante sorcière mourait d'envie de s'approprier les souliers d'argent que portait la petite fille. Ses abeilles, ses corbeaux, ses loups gisaient en tas et se desséchaient. Elle avait épuisé tout le pouvoir de la coiffe d'or, si seulement elle parvenait à s'emparer des souliers d'argent. Ceux-ci lui donneraient plus de puissance qu'elle n'en avait jamais eu. Elle se mit donc à surveiller Dorothée, projetant de lui dérober ses souliers quand elle les ôterait.
Mais l'enfant était si fière de ses jolies chaussures qu'elle ne les enlevait que la nuit ou pour prendre son bain. La sorcière avait bien trop peur de l'obscurité pour s'aventurer la nuit dans la chambre de Dorothée. Mais sa peur de l'eau était encore plus forte. Aussi n'approchait-elle jamais quand Dorothée prenait son bain. En effet, la vieille sorcière ne touchait jamais l'eau et ne laissait jamais l'eau la toucher. Toutefois, la mauvaise créature avait plus d'un tour dans son sac et finit par trouver une ruse qui lui permettrait de s'emparer de l'objet de sa convoitise. Elle plaça une barre de fer en travers du plancher de la cuisine et par des artifices de magie la rendit invisible aux yeux humains. Quand Dorothée traversa la cuisine, elle trébucha sur la barre invisible et s'affala de tout son long sur le sol. Elle ne se fit pas grand mal, mais dans sa chute, elle perdit l'un des souliers d'argent. Avant même qu'elle pût le reprendre, la sorcière s'en était saisie et en avait chaussé son pied décharné. La méchante femme jubilait du succès de sa ruse, dès l'instant qu'elle possédait l'une des chaussures. Elle possédait la moitié de leur pouvoir magique, et Dorothée n'aurait pu s'en servir contre elle, même si elle avait connu leur secret. Voyant qu'elle avait perdu une de ses jolies chaussures, la petite fille se mit en colère. « Rendez-moi mon soulier, dit-elle à la sorcière. « Jamais de la vie, rétorqua l'autre. Désormais, c'est à moi qu'il appartient. »« Vous êtes une mauvaise créature, cria Dorothée. Vous n'avez pas le droit de me prendre mon soulier. Ça m'est égal, je le garde, ricana la vieille, et je trouverai bien l'occasion de te prendre l'autre. Dorothée ne se contint plus. Saisissant un paquet qui se trouvait là, elle renversa son contenu sur la sorcière, qui fut mouillée des pieds à la tête. La vieille femme poussa un hurlement de terreur, et à la grande surprise de la fillette, commença à rétrécir et à rapetisser. « Tu vois ce que tu as fait, grinça-t-elle. Dans un instant, j'aurai complètement fondu. »« Je suis vraiment navrée, dit Dorothée, réellement effrayée de la voir fondre comme du sucre sous ses yeux. »« Tu ne savais donc pas que l'eau pouvait causer ma perte ?» demanda la sorcière d'une voix plaintive et désespérée. « Bien sûr que non, répondit l'enfant. Comment aurais-je pu le deviner? Dans quelques minutes, je serai tout à fait dissoute, et mon château t'appartiendra. J'ai été bien malveillante durant ma vie, mais je n'aurais jamais cru qu'une petite fille comme toi serait capable de me faire fondre et de mettre fin à mes méfaits. Regarde, je disparais. » À ces mots, la sorcière se liquéfia en une masse brunâtre et informe qui se répandit sur le plancher propre de la cuisine. Voyant qu'elle avait fondu pour de bon, Dorothée puisa un autre seau d'eau et le versa sur ce gâchis. Puis, à grands coups de balai, elle nettoya la pièce. Ensuite, elle ramassa le soulier d'argent, tout ce qui restait de la vieille femme, le lava, l'essuya avec un torchon et le remit à son pied. Enfin libre d'agir à sa guise, elle courut annoncer au lion qu'il s'était délivré à jamais de la méchante sorcière de l'Ouest et que leur captivité venait de prendre fin. Chapitre 13. Délivrance. Le lion poltron fut très heureux d'apprendre que la méchante sorcière avait fondu grâce à un seau d'eau. Dorothée ouvrit aussitôt la grille de sa prison et le libéra. Ensemble, ils pénétrèrent dans le château, où le premier geste de Dorothée fut de convoquer tous les Winkies pour leur annoncer la fin de leur esclavage. La nouvelle provoqua une réjouissance sans pareille parmi les jaunes Winkies, car ils avaient dû peiner de longues années sous la joug cruelle de la méchante sorcière. Ce jour de leur délivrance serait à jamais un jour de fête qu'ils célébreraient par des banquets et des danses. Si seulement nos amis l'épouvantail et le bûcheron étaient avec nous, je serais parfaitement heureux, dit le lion. Ne croyez-vous pas qu'il soit possible de leur porter secours, interrogea anxieusement la fillette. Nous pouvons toujours essayer, répondit le lion. Ils appelèrent les jaunes Winkies et leur demandèrent s'ils acceptaient de les aider à secourir leurs amis. Les Winkies dirent qu'ils seraient ravis de faire tout
ce qui était en leur pouvoir pour celles qui les avaient tirés de leur servitude. Dorothée choisit quelques Winkies parmi les plus avertis, et ils se mirent en route. Ils marchèrent tout un jour et une partie du lendemain avant de parvenir dans la plaine rocheuse, où gisait le pauvre bûcheron tout cabossé et rompu. Sa hache se trouvait près de lui, mais le tranchant en était rouillé et le manche brisé court. Les Winkies le soulevèrent doucement dans leurs bras et le ramenèrent au château jaune, tandis que sous le regard peiné du lion, Dorothée versait quelques larmes sur la triste état de son vieil ami. Quand ils parvinrent au château, la petite fille demanda aux Winkies: « Y a-t-il des fers plantiers parmi vos gens ?»« Bien sûr, certains sont même d'excellents ouvriers, répondirent-ils. »« Alors allez me les chercher, dit-elle. Bientôt, les fers plantiers arrivèrent portant leurs boîtes pleines d'outils. Dorothée les interrogea. « Êtes-vous capable de redresser les bosses de l'homme en fer blanc, de le refaçonner et de souder ses entailles ?» Les fers-plantiers examinèrent le bûcheron avec soin et répondirent qu'ils pensaient pouvoir le réparer et le remettre en forme. Ils se mirent tout de suite à l'œuvre, dans une des grandes salles jaunes du château, et travaillèrent 3 jours et 4 nuits, martelant, tordant, courbant, soudant, polissant, bocardant les jambes, le corps et la tête de l'homme en fer blanc. Quand ils s'arrêtèrent, ils avaient repris son ancienne allure, et ses articulations fonctionnaient aussi bien qu'avant. Évidemment, il avait fallu souder ça et là des raccords, mais les fers-plantiers avaient fait du bon travail, et comme le bûcheron n'était pas vaniteux, ce raccommodage le laissait indifférent. Quand enfin il entra dans la chambre de Dorothée pour la remercier de l'avoir sauvée, il se sentait si content qu'il ne put retenir des larmes de joie. Dorothée les essuya une à une soigneusement avec son mouchoir, car il ne fallait pas que les articulations rouillent à nouveau. En même temps, ses propres larmes coulaient abondamment, tant les retrouvailles avec son vieil ami la touchaient. Mais ces larmes-là n'avaient pas besoin d'être essuyées. Quant au lion, il s'épongeait si souvent les yeux du bout de sa queue que celle-ci fut bientôt trempée, et il dut aller dans la cour et la tenir au soleil, jusqu'à ce qu'elle fût séchée. « Si seulement l'épouvantail était avec nous, je serais parfaitement heureux, » dit le bûcheron quand Dorothée lui eut raconté ses aventures. « Nous devons essayer de le retrouver, dit la fillette. Elle appela les Winkies à la rescousse, et ils cheminèrent ensemble tout ce jour et une partie du lendemain, avant de rejoindre le grand arbre à la cime duquel les singes ailés avaient balancé les habits de l'épouvantail. C'était un très grand arbre, et son tronc était si lisse qu'il fallut renoncer à y grimper. Mais le bûcheron dit aussitôt: « Je vais l'abattre, et nous pourrons récupérer les habits de l'épouvantail. » Or, tandis que les fers-plantiers étaient en train de raccommoder le bûcheron, un autre Winkies, qui était orfèvre, avait fabriqué un solide manche tout en or, et l'avait ajusté à la hache du bûcheron, à la place de l'ancien. D'autres avaient débarrassé le tranchant de sa rouille, et il brillait comme de l'argent poli. Dès qu'il eut parlé, le bûcheron se mit à tailler le tronc, et peu après, l'arbre s'abattit avec un craquement. Les habits de l'épouvantail tombèrent des branches et roulèrent sur le sol. Dorothée les ramassa, et on les ramena au château où ils furent bourrés de paille fraîche. Et tenez-vous bien, l'épouvantail était là, aussi beau qu'avant, et ne cessait de remercier les uns et les autres de lui avoir rendu la vie. Enfin réunis, Dorothée et ses amis vécurent de bons moments au château jaune, à l'abri de tout besoin. Mais un jour, la petite fille se souvint de tante M, et elle dit: « Nous devons retourner chez Oz et lui rappeler ses promesses. »« Oui, dit le bûcheron, j'aurai enfin un cœur. Et moi, de la cervelle, ajouta l'épouvantail joyeusement. Et moi, du courage, dit le lion pensif. Et moi, je rentrerai au Kansas, s'écria Dorothée, en battant des mains. Oh, pardon, des deux mains, pour la cité d'émeraude. Ainsi fut-il décidé. Le jour suivant, ils invitèrent tous les Winkies pour leur faire leurs adieux. Les Winkies étaient désolés de les voir partir. Ils s'étaient pris d'affection surtout pour
magnifique bracelet incrusté de diamants, à l'épouvantail, un bâton de marche à pommeau d'or. Quant au bûcheron, il reçut un bidon d'huile, en argent rehaussé d'or et serti de pierreries. En retour, les voyageurs adressèrent chacun à leur tour aux Winkies un joli discours de remerciement, et leur serrèrent à tous la main, jusqu'à ce que les bras leur en tombent de fatigue. Dorothée alla à l'armoire remplir son panier de provisions de route. C'est alors qu'elle aperçut la coiffe d'or. Elle l'essaya. Celle-ci lui saillait à merveille. La fillette ignorait tout du charme attaché à la coiffe, mais elle la trouvait jolie, et cette raison lui suffit pour s'en coiffer et ranger son petit bonnet de soleil dans le panier. Ainsi fin prêt pour le voyage, ils se mirent donc en route vers la cité d'Émeraude. Les Winkies saluèrent leur départ par 3 salves de hurrahs et leur souhaitèrent tout le meilleur possible. Chapitre 14. Les singes ailés. Vous souvenez-vous qu'il n'existait pas de route, pas même de sentier, entre le château de la méchante sorcière et la cité d'Émeraude? Quand les 4 voyageurs étaient partis à la recherche de la sorcière, c'est elle qui les avait vus venir et avait envoyé les singes ailés pour les amener jusqu'à elle. Le retour s'annonçait donc plus difficile que l'aller. Il fallait se frayer un chemin à travers les grands champs de boutons d'or et de marguerites. Certes, ils savaient qu'ils devaient aller droit vers l'est, vers le soleil levant, et ils prirent d'abord la bonne direction. Mais à midi, quand le soleil brilla au-dessus de leur tête, ne sachant plus où était l'est ou l'ouest, ils se perdirent au milieu des grands prés. Néanmoins, ils poursuivirent leur marche. À la nuit, la lune se leva et brilla dans le ciel. Ils se couchèrent alors parmi d'odorants bois de senteur et dormirent profondément jusqu'au matin, tous sauf l'épouvantail et le bûcheron. Le lendemain, le soleil était caché derrière un nuage. Pourtant, ils repartirent comme si ils étaient sûrs de leur chemin. Si nous allons assez loin, dit Dorothée, nous finirons bien par arriver quelque part, il me semble. Mais les jours s'écoulaient, et ils ne voyaient devant eux que des prés et des prés de bois de senteur. L'épouvantail commença à ronchonner. Nous avons certainement perdu notre route, dit-il. Et si nous ne la retrouvons pas à temps pour rejoindre la cité d'Émeraude, je n'obtiendrai jamais ma cervelle. Ni moi mon cœur, renchérit le bûcheron. Je boude d'impatience d'arriver chez Oz, et vous devez reconnaître que ce voyage n'en finit pas. Voyez-vous, pleurnicha le lion poltron, je n'ai pas le courage d'errer à l'aveuglette, sans jamais arriver nulle part. Alors Dorothée sentit son courage l'abandonner. Elle s'assit dans l'herbe et regarda ses compagnons. Ils s'assirent et la regardèrent. Et pour la première fois de sa vie, Toto se sentit trop fatigué pour chasser le papillon qui voletait au-dessus de sa tête. Il allaitait, la langue pendante, et regardait Dorothée comme pour lui demander ce qu'on allait faire. Si nous appelions les souris des champs, suggéra-t-elle, elle nous indiquera certainement la route vers la cité d'Émeraude. Mais bien sûr, s'écria l'épouvantail, comment n'y avons-nous pas songé plus tôt? Dorothée saisit le petit sifflet qu'elle portait à son cou depuis que la reine des souris le lui avait donné, et siffla. Un tordinement de petites pattes ne tarda pas à se faire entendre. Des centaines de souris grises accouraient. Parmi elles se trouvait la reine en personne, qui demanda de sa voix flûtée. « Que puis-je faire pour vous, mes amis ?» Nous avons perdu notre chemin, dit Dorothée. Pouvez-vous nous dire où se trouve la cité d'Émeraude? Sans doute, répondit la reine, mais c'est très loin d'ici, car vous n'avez cessé de lui tourner le dos. C'est alors qu'elle remarqua la coiffe d'or de Dorothée.
appelez les singes ailés. Ils vous transporteraient jusqu'à la cité d'Oz en moins d'une heure. Une formule magique, s'étonna Dorothée. Je ne savais pas que la coiffe en avait une. Quelle est-elle? C'est écrit à l'intérieur, répondit la reine. Mais si vous décidez d'appeler les singes ailés, il vaut mieux que nous fouillions avant leur arrivée, car ils sont pleins de malice et adorent nous tourmenter. Mais ils vont peut-être me faire du mal, s'inquiéta la petite fille. Oh non, ils doivent obéir à celui ou celle qui porte la coiffe. Adieu. Et la reine décampa lestement, suivie de toutes les souris. Dorothée regarda à l'intérieur de la coiffe et vit quelques mots écrits sur la doublure. Voilà la formule, se dit-elle, et elle lut attentivement les instructions. Puis mit la coiffe sur sa tête. Épé, pépé, caquet, prononça-t-elle en levant le pied droit. Que dites-vous là? Demanda l'épouvantail sans comprendre. Il est l'eau, oh le lot, elle l'eau, continua Dorothée en levant le pied gauche. Hello, répondit placidement le bûcheron. Sis, si, sus, si, zic, dit Dorothée, campée sur ses deux pieds. Les paroles magiques à peine achevées, ils entendirent des caquetages mêlés à des claquements d'ailes. La troupe des singes ailés volait vers eux. Le roi s'inclina devant la fillette. Que désirez-vous? Demanda-t-il. Nous aimerions aller à la cité d'émeraude, dit l'enfant. Nous nous sommes égarés. Nous allons vous y porter, répondit le roi. Aussitôt, deux singes prirent Dorothée dans leurs bras et s'envolèrent avec elle. D'autres saisirent l'épouvantail, le bûcheron et le lion tandis qu'un petit singe les suivait, serrant autant dans ses bras, malgré les efforts du chien, pour le mordre. L'épouvantail et le bûcheron n'étaient pas tellement rassurés. Ils se souvenaient de la façon peu aimable dont les singes ailés les avaient traités autrefois. Mais quand ils comprirent qu'on ne leur voulait aucun mal, ils s'abandonnèrent à leur guide et s'amusèrent à regarder les jolis prés et les bois qui défilaient, loin, au-dessous d'eux. Dorothée trouvait le voyage agréable, confortablement assise entre deux des plus grands singes, dont l'un était le roi lui-même. Ils avaient formé une chaise de leurs mains jointes et prenaient garde à ne pas trop secouer la fillette. « Pourquoi avez-vous obéi à la formule magique de la coiffe ?» demanda celle-ci. « C'est une longue histoire, » répondit le roi en riant. « Mais puisque nous avons du temps devant nous, je peux vous la raconter pendant le voyage si toutefois vous le désirez. »« Cela me ferait plaisir, » répondit l'enfant. « Jadis, commença le roi, nous étions un peuple libre et vivions heureux dans la grande forêt, volant d'arbre en arbre, mangeant des noix et des fruits, n'obéissant qu'à notre plaisir, sans avoir à servir de maître. Certains d'entre nous étaient peut-être trop pleins de malice parfois. Ils tiraient par la queue les animaux privés d'ailes, pour chasser les oiseaux, bombardaient de noix la tête des promeneurs de la forêt. Mais nous vivions sans souci, heureux, aimant à rire et jouissant de chaque heure du jour. Cela se passait il y a très très longtemps, bien avant qu'Oz ne descendit des nuages pour gouverner cette contrée. À cette époque, vivait dans la région du Nord une belle princesse qui était aussi une très puissante magicienne. Tout son pouvoir lui servait à aider les gens, et jamais on ne la vit nuire à quelqu'un de bon. Elle s'appelait Kaélette et habitait un somptueux palais construit dans de grands blocs de rubis. Chacun l'aimait, mais grande était sa tristesse de ne trouver personne à aimer en retour, car tous les hommes étaient ou trop bêtes ou trop laids pour mériter la main d'une aussi belle et sage personne. Toutefois, elle finit par découvrir un garçon, beau, viril et d'une sagesse au-dessus de son âge. Kaélette décida d'attendre qu'il soit tout à fait homme pour l'épouser. Elle l'amena dans son palais de rubis
et employa tous ses pouvoirs magiques à le rendre aussi fort, bon et aimable qu'une femme put le souhaiter. Parvenu à l'âge de raison, Kelala, c'était son nom, jouissait de la réputation de l'homme le meilleur et le plus intelligent de tout le pays. Et sa beauté mâle était telle que Caïlet, le chérissant de plus en plus tendrement, hâta les préparatifs du mariage. Mon grand-père était alors le roi des singes ailés et vivait dans la forêt voisine du palais de Caïlet. C'était un joyeux drill qui aurait plutôt manqué un bon repas qu'une bonne farce. Un jour, juste avant les noces, mon grand-père, qui volait en compagnie de sa troupe, aperçut Kelala se promenant au bord de la rivière, vêtue d'un riche costume de soie rose et de velours pourpre. Mon aïeul voulut le mettre à l'épreuve. À son commandement, les singes allèrent cueillir Kelala, l'emportèrent au-dessus de la rivière, et de là-haut le laissèrent tomber au beau milieu des flots. Nage, nage, mon bel ami, le criait mon grand-père, et regarde bien si l'eau n'a pas taché tes habits. Kelala était beaucoup trop sage pour ne pas savoir nager, et sa bonne fortune n'avait nullement gâté son caractère. Il émergea de l'eau et nagea en riant vers la berge. Mais Caïlet accourait. Elle vit le beau costume de soie et de velours tout abîmé par la mésaventure. La princesse était fort courroucée et bien sûr connaissait le coupable. Elle fit comparaître tous les singes zélés devant elle et ordonna qu'on leur attache les ailes. Ils seraient traités comme ils avaient traité Kelala et jetés dans la rivière. Mon grand-père plaida sa cause, le désespoir au cœur, sachant trop bien qu'avec leurs ailes liées, les singes se noieraient dans la rivière. Kelala lui-même intervint en leur faveur, si bien que Caïlet finit par les épargner, mais à une condition cependant. Désormais, les singes zélés devraient obéir 3 fois aux ordres que leur donnerait le propriétaire de la coiffe d'or. Cette coiffe avait été fabriquée tout exprès comme cadeau de mariage pour Kelala. Et l'on prétendait qu'elle avait coûté à la princesse la moitié de son royaume. Naturellement, mon grand-père et ses compagnons acceptèrent sur le champ la fameuse condition. C'est ainsi que nous sommes devenus les serviteurs de quiconque possède la coiffe d'or et devons nous soumettre 3 fois à ses ordres. Et qu'advint-il ensuite demanda Dorothée, que cette histoire intéressait vivement. Kelala était le premier possesseur de la coiffe. Il fut le premier à nous imposer ses volontés. Comme sa jeune fiancée ne pouvait supporter notre vue après son mariage, il nous réunit dans la forêt et nous ordonna de nous tenir toujours hors du chemin de la princesse. Et nous obéîmes contents, car il nous faisait peur. C'est le seul ordre que nous sûmes à exécuter, jusqu'à ce que la coiffe d'or vînt à tomber aux mains de la méchante sorcière de l'Ouest. Celle-ci nous força à asservir les Winkies, puis à chasser Oz lui-même du pays de l'Ouest. À présent, la coiffe vous appartient, et vous avez le droit de formuler 3 vœux. Comme le roi des singes achevait son histoire, Dorothée regarda en bas et aperçut les remparts verts et scintillants de la cité d'Émeraude. Elle avait beau s'émerveiller du vol rapide des singes, elle était néanmoins contente que le voyage fût terminé. Les étranges créatures déposèrent doucement les voyageurs devant la porte de la cité. Le roi s'inclina très bas devant Dorothée et s'envola légèrement, suivi de sa troupe ailée. « Nous avons fait un bon voyage, dit la petite fille. Oui, approuva le lion. Cela nous a promptement tiré d'embarras. Quelle chance que vous ayez emporté cette coiffe merveilleuse. Chapitre 15. La rencontre avec Oz le redoutable. Les 4 voyageurs s'avancèrent vers la grande porte de la cité d'Émeraude et
et sonnèrent. Après avoir sonné à plusieurs reprises, il leur fut ouvert par le même gardien des portes qu'ils avaient rencontré précédemment. « Comment? Vous êtes de retour » demanda-t-il stupéfait. « Vous ne nous voyez pas » ironisa l'épouvantail. « Mais je croyais que vous étiez allé rendre visite à la méchante sorcière de l'Ouest. » « Nous lui avons rendu visite en effet, » répliqua l'épouvantail. « Et elle vous a laissé partir, » dit l'homme de plus en plus stupéfait. « Elle n'a pas pu faire autrement, elle a fondu, » expliqua l'épouvantail. « Fondu, en voilà une bonne nouvelle. Et qui l'a fait fondre? »« C'est Dorothée, » dit le lion gravement. « Bonté divine, » s'exclama le portier, et il salua très bas la fillette. Puis, il les fit entrer dans sa petite pièce et leur attacha à tous les lunettes tirées de sa grande boîte exactement comme il l'avait fait quelque temps plus tôt. Après quoi, ils franchirent le portail et pénétrèrent dans la cité. Quand le peuple apprit du gardien des portes qu'ils avaient fait fondre la méchante sorcière de l'Ouest, une foule entoura les voyageurs et les suivit en grand cortège jusqu'au palais d'Oz. Le soldat au vert favori gardait toujours l'entrée, mais il les laissa passer immédiatement. Ils revirent la belle servante verte, qui les mena chacun à son ancienne chambre pour prendre un peu de repos, en attendant qu'Oz veuille les recevoir. Le soldat avait aussitôt prévenu le magicien du retour de Dorothée et de ses compagnons ainsi que de la mort de la méchante sorcière. Oz avait répondu par le silence. Les voyageurs s'attendaient à ce qu'il les convoque sur le champ. Ils n'en firent rien, ni le lendemain, ni le lendemain du lendemain, ni le jour suivant ils ne reçurent le moindre message. L'attente devenait lassante et pénible, et ils finirent par s'offenser qu'Oz les traita si mal, après leur avoir fait endurer peine et servitude. À la fin, l'épouvantail pria la servante verte de transmettre à Oz que s'il ne leur accordait pas tout de suite une entrevue, ils appelleraient les singes ailés à la rescousse, et l'on verrait bien s'ils savaient ou non tenir ses promesses. Quand le magicien reçut le message, si grande fut sa frayeur qu'il fixa la rencontre pour le lendemain matin, à 9h04, dans la salle du taureau. Il avait eu affaire une fois aux singes ailés dans le pays de l'Ouest, et ne tenait pas à les revoir. Les 4 voyageurs ne purent fermer l'œil de la nuit, chacun songeant au don qu'Oz avait promis de lui accorder. Dorothée s'assoupit une seule fois et rêva qu'elle était au Kansas, et Tantème lui disait son bonheur d'avoir retrouvé sa petite fille. Le lendemain matin, à 9h, le soldat au vert favori s'empressa de les rassembler. 4 minutes plus tard, tous pénétraient dans la salle du trône d'Oz le Grand. Naturellement, chacun d'eux s'attendait à revoir le magicien sous la forme qu'il avait empruntée lors de leur première rencontre. Aussi furent-ils bien étonnés de n'apercevoir âmes qui vivent dans la pièce. Ils se tenaient tout près de la porte, se serrant l'un contre l'autre, car le silence de cette salle déserte était encore plus terrifiante qu'aucune des apparences revêtues par Oz la première fois. Bientôt, ils entendirent une voix qui semblait provenir du grand eau, quelque part là-haut, et qui disait solennel: « Je suis Oz, le grand et le redoutable. Pourquoi voulez-vous me voir ?» Ils explorèrent du regard chaque coin de la pièce, mais ne voyant personne, Dorothée demanda: « Où êtes-vous » ? « Je suis partout, répondit la voix, mais pour les yeux des vulgaires mortels. Je suis invisible, je vais maintenant m'installer sur mon trône, afin que nous puissions converser. » En effet, la voix semblait à présent venir tout droit du trône. Ils s'avancèrent donc dans sa direction et se tinrent alignés.
tandis que Dorothée commençait. Nous sommes venus vous rappeler votre promesse au grand Oz. Quelle promesse demanda Oz. Vous avez promis de me faire revenir au Kansas dès que la sorcière serait détruite, dit la fillette. Et vous avez promis de me donner une cervelle, dit l'épouvantail. Et vous avez promis de me donner un cœur, renchérit le bûcheron en fer blanc. Et vous avez promis de me donner du courage, surenchérit le lion poltron. La méchante sorcière est-elle vraiment détruite, demanda la voix, et Dorothée crut percevoir qu'elle tremblait légèrement. Oui, répondit-elle, je l'ai fait fondre avec un seau d'eau. Mon Dieu, fit la voix, comme c'est soudain. Très bien, revenez me voir demain. Je dois réfléchir à tout cela. Vous avez eu tout le temps de réfléchir, s'irrita le bûcheron. Nous n'attendons pas un jour de plus, gronda l'épouvantail. Vous devez tenir les promesses que vous nous avez faites, s'exclama Dorothée. Le lion poltron crut bon d'intervenir aussi et d'effrayer le magicien. Il poussa donc un rugissement terrible, si féroce, que Toto, alarmé, sauta de côté et culbuta contre un paravent dressé dans un coin qui s'écroula. Le fracas de sa chute attira les regards dans cette direction, et ce qu'ils virent les remplit tous de stupeur. À l'endroit même que leur avaient caché les paravents se tenait un petit vieillard, chauve et ridé, et qui semblait tout aussi étonné que les voyageurs. Le bûcheron, levant sa hache, se rua vers le petit homme en criant « Qui êtes-vous » ? « Je suis Oz le grand et le redoutable, » dit le petit homme d'une voix tremblante. « Mais je vous en prie, ne me frappez pas. Je ferai tout ce que vous désirez. » Nos amis le regardaient avec stupeur et consternation. « Je croyais que Oz était une grande tête, » dit Dorothée. « Et moi, une belle dame, dit l'épouvantail. Et moi, une terrible bête sauvage, dit le bûcheron. Et moi, une boule de feu, dit le lion. Non, vous vous trompiez, avoua humblement le petit homme. Je vous l'ai seulement fait croire. Fait croire, répéta Dorothée. Vous n'êtes donc pas un grand magicien. Chut, mon enfant, dit-il. Ne parlez pas si fort. Si l'on vous entendait, ce serait ma perte. Tout le monde me croit un grand magicien. Et vous n'en êtes pas un, demanda-t-elle. Pas le moins du monde, chère petite. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Oh, vous êtes plus que cela, dit l'épouvantail d'un ton d'amer reproche. Vous êtes un charlatan. Très exactement, déclara le petit homme, en se frottant les mains, comme enchanté de l'étiquette. Je suis un charlatan. Mais c'est une catastrophe, dit le bûcheron. Je n'aurai jamais de cœur alors. Ni moi, de courage, demanda le lion. Ni moi, de cervelle, gémit l'épouvantail, séchant ses larmes du revers de son paletot. Mes chers amis, dit Oz, je vous en prie, oublions ces védis, pensez plutôt à moi, et à l'embarras où me place votre découverte. Quelqu'un d'autre sait-il que vous êtes un charlatan, demanda Dorothée. Personne à part vous quatre et moi-même, répondit Oz. J'ai dupé tout le monde pendant si longtemps que je croyais bien n'être jamais démasqué. J'ai commis une grosse erreur en vous laissant pénétrer dans la salle du trône. D'habitude, je ne me montre pas à mes sujets. C'est ainsi qu'ils sont convaincus que je suis un être terrible. Mais je ne comprends pas, dit Dorothée désemparée. Comment avez-vous fait pour m'apparaître sous la forme d'une grande tête? C'était une de mes ruses, répondit Oz. Venez par ici, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer. Derrière le trône se trouvait une petite pièce où il les fit entrer par terre dans un angle. Il leur montra la grande tête, faite de plusieurs épaisseurs de papier, et le visage soigneusement peint. Je la suspendais au plafond par un fil, dit Oz. Je me tenais caché derrière le paravent, et grâce à un autre fil, je faisais remuer les yeux et s'ouvrir la bouche. Mais la
voix insista Dorothée intriguée. « Je suis ventriloque, dit le petit homme, et je peux diriger le son de ma voix du côté où je le désire. C'est pourquoi vous avez cru qu'elle sortait de cette tête. Voilà les autres artifices qui m'ont servi à vous illusionner. » Il montra à l'épouvantail la robe et le masque grâce auquel il s'était fait passer pour la belle dame, et le bûcheron put constater que sa bête féroce n'était qu'un assemblage de beaux cousus, montés sur des baleines pour tenir les ponts écartés. Quant à la boule de feu, le faux magicien l'accrochait aussi au plafond. C'était en réalité une boule de coton, mais une fois imbibée d'huile, elle flambait furieusement. « Tout de même, dit l'épouvantail, vous devriez avoir honte d'être un charlatan pareil. »« Mais j'ai honte, très honte, répondit le petit homme tristement. Hélas, je n'avais pas le choix. Asseyez-vous, je vous prie. Les sièges ne manquent pas. Je vais vous raconter mon histoire. » Ils s'assirent donc, et voici ce qu'il leur raconta. « Je suis né à Omaha, mais ce n'est pas tellement loin du Kansas, interrompit Dorothée. Non, mais ce n'est pas tout près d'ici, dit-il en secouant tristement la tête. Quand je fus devenu grand, j'appris le métier de ventriloque, sous la direction d'un grand maître. Je peux imiter n'importe quel oiseau ou animal. Là-dessus, il miaula comme un petit chat, de façon si ressemblante que Toto, dressant les oreilles, se mit à fureter dans les coins. Au bout d'un certain temps, reprit-il, je m'en lassai et me fis homme ballon. Qu'est-ce que c'est? Demanda Dorothée. Un homme qui fait de la réclame pour un cirque, expliqua-t-il. Les jours de représentation, il monte en ballon pour attirer la foule de curieux et les amener à assister au spectacle payant. Oh, je vois, fit-elle. Donc un jour que je montais dans le ballon, les cordes s'entortillèrent de telle sorte que je ne pus plus redescendre. Le ballon s'éleva au-dessus des nuages, un fort courant d'air le happa et l'entraîna à des lieues et des lieues de là. J'errais dans le ciel tout un jour et une nuit. Le matin du second jour, je me réveilla et découvris que je flottais au-dessus d'une contrée étrange et belle. Le ballon descendit progressivement jusqu'au sol et se posa sans heurte. Je me retrouvai au milieu d'un peuple étrange qui, me voyant débarquer des nuages, me prit pour un grand magicien. Naturellement, je le leur laissai croire, car cela leur inspirait crainte et respect, et ils promirent de faire tout ce que je voudrais. Pour me distraire et donner de l'ouvrage à ce bon peuple, je leur ordonnai de construire cette cité et mon palais, ce qu'ils exécutèrent de bon cœur et avec talent. Comme ce pays était d'un vert magnifique, je décidai de l'appeler la cité d'émeraude, et pour faire plus vrai, je décrétai que tout le monde porterait des lunettes vertes, en sorte que tout ce qu'ils verraient serait vert. « Tout n'est donc pas vert ici, demanda Dorothée. « Pas plus qu'ailleurs, répondit Oz, mais bien sûr, avec des lunettes vertes, tout a l'air de l'être. La cité d'émeraude fut construite il y a bien longtemps, car j'étais un tout jeune homme quand le ballon m'apporta. Je suis un vieillard à présent, mais mon peuple a porté si longtemps ses lunettes vertes que la plupart d'entre eux croient que c'est réellement une cité d'émeraude. En tout cas, c'est une très belle contrée où abondent les pierres et les métaux précieux, et toutes choses indispensables au bonheur des gens. J'ai été bon pour mon peuple, et il m'aime, mais depuis sa construction je me suis enfermé dans mon palais, et personne ne m'a jamais revu. Ce que je redoutais le plus, c'étaient les sorcières, car je ne possédais aucun pouvoir magique, alors qu'elles étaient vraiment capables d'accomplir des prodiges. Elles étaient 4 à se partager le pays, et régnaient chacune sur les gens qui vivent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Heureusement, les sorcières du nord et du sud étaient bonnes, et je savais que je n'en avais rien à craindre. Mais celles de l'est et de l'ouest étaient terriblement malfaisantes,
et si elle ne m'avait pas crue plus puissante qu'elle-même, elle n'aurait pas hésité à me détruire. Ainsi, j'ai vécu pendant des années dans la frayeur et l'angoisse. Vous imaginez donc ma joie quand j'ai appris que votre maison avait, en tombant, écrasé la méchante sorcière de l'Est. Lorsque vous êtes venu me trouver, j'étais prêt à vous promettre n'importe quoi, pourvu que vous me débarrassiez de l'autre sorcière. À présent que vous l'avez fait fondre, j'avoue, à ma grande honte, que je suis incapable de tenir mes promesses. Vous n'êtes qu'un méchant, s'indigna Dorothée. Oh non, ma chère enfant, je suis un très brave homme, mais un très mauvais magicien, je dois le reconnaître. En ce cas, vous ne pouvez pas me donner de cervelle, demanda l'épouvantail. Vous n'en avez pas besoin. Chaque jour vous apprend quelque chose de nouveau. Un bébé a une cervelle, mais il ne connaît pas grand-chose. Seule l'expérience instruit, et plus vous vivrez sur cette terre, plus vous acquérerez de l'expérience. C'est bien possible, protesta l'épouvantail, mais je serai très malheureux tant que je n'aurai pas de cervelle. Le faux magicien le sonda du regard. Bon, fit-il en soupirant, je n'ai guère le ton d'un magicien, je vous l'ai dit. Mais si vous y tenez, venez demain matin, je vous garnirai la tête d'une cervelle. Toutefois, je ne puis vous en donner le mode d'emploi. C'est à vous de le découvrir tout seul. Oh, merci, merci, s'écria l'épouvantail. Je trouverai le moyen de m'en servir, n'ayez crainte. Et, en ce qui concerne mon courage, demanda anxieusement le lion. Je suis sûr que vous en êtes bourré, répondit Oz. Ce qui vous manque, c'est la confiance en vous-même. Tout ce qui vit a peur en face du danger. Le vrai courage consiste donc à braver le danger qui fait peur. Et cette sorte de courage ne vous fait pas défaut. Peut-être, dit le lion, mais cela ne me rassure pas d'un poil. Je serais vraiment très malheureux, tant que vous ne m'aurez pas donné cette sorte de courage qui fait oublier qu'on a peur. Très bien, dit Oz. Demain, je vous en ferai don. Et pour ce qui est de mon cœur, demanda le bûcheron. Alors là, dit Oz, je pense que vous avez tort de désirer un cœur. La plupart des gens s'en trouvent fort malheureux. Si seulement vous saviez ce que c'est, vous vous réjouirez d'en être dépourvu. Ce doit être une affaire d'opinion, dit le bûcheron. Pour moi, si vous me donnez un cœur, je supporterai ce malheur sans un murmure. Très bien, dit Oz résigné. J'ai joué au magicien pendant des années. Pourquoi ne pas faire durer le rôle un peu plus? Et moi, dit Dorothée, comment vais-je rentrer au Kansas? Nous allons examiner la question, répliqua le petit homme. Laissez-moi 2 ou 3 jours pour y réfléchir, et j'essayerai de trouver un moyen pour vous faire franchir le désert. Entre-temps, vous serez traités comme mes hôtes, et durant votre séjour au palais, mon peuple vous servira et obéira au moindre de vos désirs. En revanche, étant donné la situation, je ne vous demande qu'une chose, pour ma propre sûreté, gardez mon secret, ne révélez à personne que je suis un charlatan. Ils convinrent de ne rien dire de ce qu'ils venaient d'apprendre et regagnèrent leur chambre, réconfortés et joyeux. Même Dorothée gardait l'espoir que le grand et redoutable charlatan, comme elle l'avait surnommé, trouverait un moyen pour le renvoyer au Kansas, et dans ce cas, elle se sentait prête à tout lui pardonner. Voilà les amis, pour cette 3e partie du Magicien d'Oz. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit, et nous, on se retrouve à la prochaine histoire.